Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux pour suivre ce nouveau numéro du magazine Data Market. Vous avez été très nombreux à nous suivre, à réagir par rapport à notre précédent numéro. Merci pour vos encouragements, merci pour votre soutien. Vous nous suivez partout dans le monde, vous nous suivez en Asie, en Amérique, vous nous suivez en Afrique, vous nous suivez à Dallas et à Washington, là où nous avons notre bastion. Vous êtes dans votre nouveau numéro du magazine Data Market. Une question. Est-ce que le budget de Sylvestre Ilunga Ilukamba, Premier ministre de la République démocratique du Congo, reflète le budget global de la RDC? En termes clairs, le budget de Sylvestre Ilunga Ilukamba n'est pas le budget de la République. Est-ce que vous adhérez à cette manière de penser? Et pour répondre à cela, je vous présente mon invité de ce soir que je vais saluer, Norbert Yamba. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Norbert Yamba, je vous reçois en tant qu'expert en gestion de projet, expert en question de décentralisation, expert en gestion de budget, questions économiques. Le budget d'un pays reflète les ambitions de développement économique d'une nation. La question fondamentale de notre magazine de ce soir, Data Market, pour parler économie, le budget de Sylvestre Ilunga Ilukamba, qui était de 7 milliards de dollars, réévalué à 10 milliards de dollars, ne reflète pas le budget de la République. Est-ce que vous épousez cette assertion? Merci Séphorien pour m'avoir invité. Je dois vous avouer qu'avant de répondre à cette question, j'aurais souhaité en fait que nous puissions mettre sur la place publique tout à fait l'architecture institutionnelle de la République. Tout à fait. Allez-y. Et notre pays a consacré la décentralisation comme mode de gestion territoriale dans l'article 3 de notre Constitution du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour. Et dans ce processus de décentralisation, notre Constitution prévoit deux pouvoirs. Il y a le pouvoir central et le pouvoir provincial. Mais la même Constitution reconnaît qu'il y a trois paliers, trois niveaux de gouvernance. Il y a le niveau central, le niveau provincial et le niveau local. Au niveau local, vous avez trois entités. Vous avez d'une part les villes, les communes et les secteurs chefferies. Mais je voudrais vous dire que notre pays, outre le niveau national, a 26 provinces, a 97 villes, a 603 communes, a 478 secteurs et 259 chefferies. Et la particularité de ces différents échelons de gouvernance relève au niveau de la disposition à chaque niveau d'un budget, d'un programme. Parce que ces différentes entités sont censées avoir la personnalité juridique qui leur permettent de poser des actes qui sont susceptibles de produire des effets de droit. C'est-à-dire avoir un budget, avoir un programme, avoir de l'argent, mobiliser les ressources et à chaque niveau, faire en sorte de pouvoir résoudre les problèmes de la population. Tout à fait. C'est que ce partage des rôles, ce partage des responsabilités donne à chaque échelon de gouvernance la possibilité de résoudre les problèmes de la population. J'allais dire, de desservir des services de qualité à la population. Et donc, ces problèmes-là sont transformés en chiffres, et c'est ce que vous disiez, les ambitions. Et donc,
par rapport à ça, nous avons, au niveau national, c'est que nous avons des compétences exclusives du niveau central. Des compétences qui reviennent essentiellement du niveau central, comme par exemple la question de la défense, la question des affaires étrangères, la question de la sécurité, qui est une compétence partagée avec les provinces, etc. Mais il y a des compétences qui sont reconnues. Lorsqu'il s'agit de la défense, on a des ambitions par rapport à la défense, on essaie de déterminer un budget correspondant par rapport à la défense. Tout à fait. Lorsqu'on veut véritablement avoir une diplomatie agissante, on prévoit un budget, etc., qui relève véritablement de cette thématique des affaires étrangères. Donc, dans tous les différents services nationaux, des différents services secteurs dans les différents secteurs de la République, à chaque secteur un budget, à chaque secteur un budget. Et donc, si au niveau central, au regard des compétences qui lui sont dévolues, elles sont 36. Ce sont des compétences exclusives du niveau central. Tout à fait. Et en dehors des compétences exclusives, il y a des compétences partagées. C'est-à-dire des compétences qui peuvent à la fois être réalisées par le gouvernement central, réalisées par le gouvernement provincial. Et donc, toutes ces compétences-là se transforment en budget. Parce que les ambitions pour véritablement opérationnaliser ces compétences se font au moyen des chiffres, au moyen des montants que l'on détermine. Et donc, si vous voulez parler d'un budget de la République, et donc, il faut considérer que le Premier ministre a pris en considération le budget qui relève véritablement des compétences qui lui sont dévolues, à la fois des compétences exclusives et des compétences partagées. En dehors, et c'est cela justement le budget qui a été présenté à l'Assemblée nationale, qui aujourd'hui par rapport aux compétences strictes nationales. Nationales, oui. Tandis que pour que ce soit un budget de la République, il faudrait un budget consolidé, parce que les finances du niveau national sont différentes des finances du niveau provincial. Et donc, il faut partir des 26 provinces, les budgets de chaque province, c'est-à-dire ville de Kinshasa, Lualaba, Équateur, Chuapa, Mongala, Sidoubangi, Norubangi, Otuele, Bazouele, toutes les 26 provinces. Et chaque province a un budget, et vous devez faire en sorte, pour avoir un budget de la République, la sommation de ces différents budgets provinciaux, les différents budgets des villes, elles sont en 97, les différents budgets des communes, les différents budgets de secteurs, les différents budgets de chefferie. Parce qu'à chaque niveau d'atterrissage, on a la responsabilité de pouvoir répondre aux besoins de la population. Donc vous ne pouvez pas dire, simplement parce que le Premier ministre a présenté un budget, et que ce budget-là est un budget de la République. Non, non, il faut un budget consolidé. C'est le budget consolidé qui regroupe à la fois le gouvernement central, les 26 provinces, les 97 villes, les 603 communes, 478 secteurs et 259 chefferies, c'est le budget, la sommation de ces différents budgets qui constitue le budget de la République. Norbert Yamba, je vous ai laissé présenter votre idée par rapport au budget, parce que nous sommes en train de parler ce soir que le budget présenté par Sylvestre Ilukamba n'est pas nécessairement le budget de la République. Nous avançons pour ne pas faire perdre nos téléspectateurs. Déjà, un budget d'un État, c'est un document juridique qui a été présenté auprès de l'Assemblée, qui reprend les recettes et les dépenses d'une année donnée. En fonction des compétences dévolues à chaque instant. Tout à fait. Oui. Donc, il y a recettes et il y a les dépenses. Tout à fait. Quelles sont les recettes? Où allons-nous trouver l'argent? Quelles sont les dépenses? Qu'est-ce que nous devons exécuter comme travaux, projets pour le bien-être de la société? Et parce que tout cela relève de ambitions. Et à part ça, vous nous parlez d'un budget consolidé qui tient compte des ambitions de l'État par rapport au Premier ministre et qui tient compte des ambitions des provinces. Tout à fait. Et
nous sommes en RDC, il y a un principe, vous n'avez pas voulu de cette appellation, vous avez dit que c'est inapproprié de parler de la restitution d'une certaine part des recettes produites par les provinces. Vous avez parlé, il fallait mieux employer le terme de retenue à la source, chose qui n'arrive pas. La question que nous nous posons avec les téléspectateurs maintenant, lorsqu'on élabore un budget qui est l'ensemble des recettes et des dépenses d'une année donnée par rapport aux ambitions des entités, que ce soit au niveau national ou provincial, qui doit le rédiger et comment sa rédaction doit se faire? Parce que dans les médias, quand nous suivons, Sylvestre Ilukamba a présenté un budget qui était de 7 milliards, qui a été révisité à 10 milliards. Maintenant, faites-nous comprendre, pour que l'on puisse parler de budget consolidé, qui doit le faire? Comment ça doit être rédigé pour que nous puissions continuer dans nos échanges? Merci beaucoup. Je tiens à insister. Tout à fait. Que lorsque vous regardez la loi des finances publiques, tout à fait, les finances du niveau national sont différentes des finances du niveau provincial. Tout à fait. Il y a deux pouvoirs, le pouvoir central et le pouvoir provincial. C'est très important. Et donc, chaque entité provinciale a ses propres finances. Tout à fait. Cependant, il y a une sorte de partage des responsabilités entre les différentes instances. C'est-à-dire, on peut être dans la province de l'Équateur, mais le gouvernement central a des choses à réaliser au niveau de la province de l'Équateur. Le gouvernement provincial a aussi la responsabilité de réaliser des choses dans la province de l'Équateur. Donc, à chaque niveau, il y a des interventions au niveau central et provincial. C'est très important. Alors, au niveau national, comme je vous ai dit, nous avons des compétences qui sont reconnues au niveau national. Et par rapport à ces compétences, la loi détermine la nomenclature des taxes. Parce qu'en fait, la mobilisation des ressources se fait au travers les actes générateurs de ressources. Tout à fait. Et donc, cette nomenclature des taxes existe et on détermine quelles sont véritablement les taxes ou les impôts qui reviennent des droits au gouvernement central. C'est comme ça que vous voyez, par exemple, des services de l'État qui relèvent de la mobilisation des recettes comme la DGDA, comme la DGRAD, tout à fait, comme la DGI. Ce sont des services publics, mais qui sont, n'est-ce pas, qui sont représentés à différents niveaux pour mobiliser ce que nous appelons des recettes à caractère national. Ces recettes à caractère national sont clairement définies, n'est-ce pas, dans la nomenclature des taxes. Et ces taxes, c'est quand on mobilise au niveau de la province, par la DGI, par la DGRAD, par la DGDA, etc. Ces recettes sont renvoyées à Kinshasa. Parce qu'on les appelle des recettes à caractère national. Tout à fait. Et donc, mais la loi dit, au travers de l'article 175, que ces recettes-là, il faut le retenir 40% pour la province. Au lieu de retenir, nous faisons ce qu'on appelle la rétrocession. La rétrocession. Parce qu'ils ne peuvent pas le retenir. Bien entendu, bon, il y a plusieurs problématiques par rapport à cette question, etc. Mais on en discute. Et cela peut trouver solution autour de la conférence des gouverneurs. Il existe une conférence des gouverneurs où les provinces racontent le gouvernement central présidé par le président de la République, où on discute sur des questions qui fâchent, des questions qui permettent une sorte d'harmonisation, etc. Cette question a fait l'objet de beaucoup de discussions. Il y a eu des compromis, encore qu'elle s'adapte, ces compromis s'adaptent à la loi de la République. Quand cela ne tienne, il y a quand même un montant qui revient à la province sur base des taxes, des recettes à caractère national. Au-delà de ces taxes à caractère national, chaque province dispose également des taxes qui lui sont reconnues en tant que comme entité. les DGRK à Kinshasa, qui mobilisent ce qu'on appelle des taxes
de recettes propres pour la province. Et ça se trouve expliqué au niveau, n'est-ce pas, de la nomenclature des taxes. Tout à fait. Et par exemple, les taxes d'intérêt commun. Les taxes d'intérêt commun pour la province, ça veut dire en fait, la province est représentée à différents niveaux d'atterrissage, jusqu'au niveau de chefferie. Si on mobilise des ressources au niveau de chefferie, ces différentes recettes sont renvoyées au niveau de la province et ça s'appelle des recettes, des taxes d'intérêt commun. Et la province renvoie, comme le niveau central renvoie au niveau de la province, la province renvoie au niveau, n'est-ce pas, des entités territoriales décentralisées comme la ville, etc. Voilà. Donc, alors maintenant, pour l'entité, ça peut être une chefferie, elle reçoit une rétrocession qui vient de la province sur base des ressources mobilisées, mais qui sont gérées au niveau de la province. Tout à fait. Mais en dehors de cela, la chefferie, en tant qu'entité territoriale décentralisée, a une personnalité civile. Elle aussi a ses recettes générées localement. Par exemple, le taxe... le foncier, par exemple, les maisons, etc., les locations, il faut payer. Quand il y a, par exemple, des vélos, il faut payer, etc. Et donc, à ce niveau-là, il y a des recettes propres qui sont gérées par la chefferie, qui est l'entité subalterne et connue. Alors maintenant, dans la construction du budget, et donc, la chefferie prend en considération ses ambitions, elle définit ses ambitions. Ses problématiques en termes de développement, de soins de santé, ou voilà. Ses priorités, et qui relèvent de ses compétences. Parce que le problème, c'est qu'elle ne peut pas dire que je vais construire un pont. Non, non. Ah non, ça ne relève pas de sa compétence. Tout à fait. Elle ne peut pas arranger une route d'intérêt national, par exemple. Ça ne peut pas. Ça revient à la compétence du gouvernement central. Y compris la province ne peut pas s'occuper d'une route d'intérêt national. Et donc, elle mobilise l'argent et elle sait qu'elle peut arranger des petits bretelles qui séparent entre les deux quartiers. Par exemple, au niveau de la commune, on peut arranger. Lorsque on peut se trouver en situation, on peut arranger un bâtiment d'une école, il y a une toiture qui est partie, etc. Elle peut, en urgence, intervenir. Et donc, il prend à la fois le recette, qui est ici de la rétrocession, et le recette généré par les taxes propres pour la chefferie, pour l'entité. Et c'est là qu'il construit ses recettes et ses dépenses. Il dit, bon, comme j'ai la possibilité de mobiliser autant, et donc je peux exprimer mes ambitions à telle proportion. Tout à fait. Et voilà, il construit véritablement son budget. Mais attention, au-delà de ce que nous avons parlé de taxes, des impôts, les rétrocessions et les ressources propres, il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. Une entité, par exemple, comme la commune de Kimbaseke, a aussi la capacité véritablement de mobiliser les ressources au travers de la coopération décentralisée. Tout à fait. C'est-à-dire, une commune peut être en coopération décentralisée avec une autre commune. Dans le centre, un jumelage. Elle peut aussi mobiliser des ressources parce qu'elle a la personnalité civile. Et la personnalité civile donne la capacité de poser des actes de sa volonté. C'est vrai que les proportions, les limites sont déterminées. Tout à fait. Il faut la caution, n'est-ce pas, de la hiérarchie à certains niveaux, etc. Et donc, au-delà de ce que représentent ces moyens propres, les rétrocessions, mais il y a aussi des partenaires au développement qui peuvent intervenir. Nous sommes à Kimbaseke. Il y a la banque la Banque mondiale, ou la coopération technique belge, ou JICA, la coopération japonaise, etc. peut dire, moi, je vais intervenir dans la commune de Kimbaseke, je vais construire 17 écoles. Dans le budget, on va trouver non seulement les moyens qui reviennent essentiellement à la commune, mais aussi les interventions des partenaires. Et donc, quand on met les interventions des partenaires en ligne, et on peut dire, nous avons au moins autant d'argent pour notre budget. Et il y a une répartition des rôles au niveau de la mise en œuvre. On y arrive maintenant. Je vous ai laissé parler religieusement. Nous allons aller entité par entité. Okay. Pour comprendre, nous prenons l'EMBA, par exemple. L'EMBA, ses ambitions.
elle voit ses problèmes d'égout, salubrité, Kinshasa-Bopeto, l'emploi des jeunes, rebâtir par exemple la commune de Lemba. Il crée un arbre à problème. Là, nous parlons en gestion de projet. Oui. L'arbre à problème, il décèle tous les problèmes et ils choisissent les problèmes prioritaires par rapport à Lemba. Tout à fait. Et ils voient comment les résoudre. Quand ils répondent à ce problème, ça permet de résoudre tel problème. Oui. Un projet sans financement reste qu'une idée. Tout à fait. Ils se disent, pour pouvoir répondre à ce problème, il nous faut autant en termes de budget. Ça, c'est Lemba. Et là, ils quittent de l'arbre à problème à l'arbre à solution. Et à la fin, ils vont obtenir un cadre logique d'activité, Oui. un budget. Donc là, ils ont les recettes. Ils savent, par exemple, pour faire tel projet, les recettes viendront de tel secteur. Et ces recettes, nous allons défalquer en termes de pourcentage autant pour faire ceci. Là, Lemba a son cadre logique, son plan de développement, on peut dire cela. Et on va à Kinshasa. Lemba est une sous-entité au sein de Kinshasa. Kinshasa, le gouverneur Gentini Bobila a ses priorités. Kinshasa Bopeto, qui le demande par exemple en termes de budget, autant. Il donne par exemple aux villes $10 000 comme il a donné, ainsi de suite. Il a aussi son plan, cadre logique d'intervention et son plan de développement en termes de budget. On quitte Kinshasa, on va au niveau national. Là, on trouve maintenant le Premier ministre qui dit, voici par rapport à notre vision, gratuité de la scolarité, ça nous demande à peu près 3 milliards. Les hôpitaux, saute-mouton, ainsi de suite, lui aussi a son plan de développement. Donc déjà, nous avons 3 différents plans de développement. Je ne vais même pas, comme vous l'aviez fait, donc j'ai pris Lemba, j'ai pris Kinshasa, j'ai pris au niveau national, parce que, toute proportion gardée, les autres font de même. Maintenant, dans l'harmonisation de la vision, parce que c'est le chef de l'État qui incarne sa vision, parce que ce que fait le bourgmestre de Lemba doit être dans la vision du chef de l'État, ce que fait Gentini Bobila en tant que gouverneur doit être dans la vision du chef de l'État, ce que fait le Premier ministre toujours dans la même vision. Maintenant, l'harmonisation dans l'écriture, pour qu'aujourd'hui que nous puissions dire que nous avons un budget consolidé. Comment ça doit se faire? Si ça ne se faisait pas, quelles sont les propositions à faire? Mais, merci beaucoup. Mais vous avez suivi, lorsque le président arrive au pouvoir, Tout à fait. La première chose qui a été faite, c'est de demander au gouverneur de venir à Kinshasa. Et il y a eu un séminaire pour les gouverneurs, de manière que le président de la République puisse exposer sa vision, de telle sorte qu'au retour, que chaque gouverneur prenne ses responsabilités. Et cette vision, on a vu tour à tour. Mais ça doit se traduire dans un budget consolidé maintenant, parce que vous dites que le budget de Sylvestre Ilunga Kamba de 10 milliards ne représente pas le budget de la République. Mais bien entendu, on se peut. Maintenant, comment on va comptabiliser cela pour dire en termes de chiffres, nous avons autant? Donc, si nous additionnons avec ces budgets, nous passerons par exemple de 10 milliards à 30 milliards par exemple. Bien entendu, mais on va le faire. Il faut que chaque province se disponibilise ses statistiques. C'est ça, en fait. Mais il y aura une synthèse qui va se faire au niveau national pour dire que, voilà, par rapport à chaque province, au regard des priorités qui ont été arrêtées autour de la vision du président de la République, voilà comment ces provinces se sont organisées, naturellement, pour mobiliser des ressources et répondre véritablement à ces priorités. Et la plupart des priorités du président de la République relevaient véritablement du pôle de souveraineté, notamment la sécurité, Tout à fait. La santé, l'éducation, l'alimentation. Ça, ce sont des quatre pôles de souveraineté. Il faudrait qu'en fait que ce pôle de souveraineté se retrouve dans les différents budgets. C'est ainsi que vous voyez, au niveau de la province, il y a le budget de fonctionnement, il y a le budget, n'est-ce pas, d'investissement. Tout à fait. Chaque province a un budget d'investissement. Et dans l'investissement, il y aura des infrastructures de base. Par exemple, la construction des écoles. Parce que croyez-moi, dans les transferts de compétences, ce qu'on appelle l'enseignement primaire et secondaire relève de la compétence des provinces. Des provinces. Même si on les impose, hein, peut-être ils ne sont pas si prêts pour le faire par rapport à la mobilisation des recettes. Bien entendu, mais en réalité, c'est une compétence... Parce que même Matata, à son époque, en construisant les 1000 écoles, il n'a pas pu arriver parce que
c'était un défi énorme. C'était un défi énorme, mais lorsqu'on ose ça, moi j'ai une petite expérience par rapport Tout à ça. à fait. Les 1000 écoles, on n'a pas obtenu. J'ai travaillé avec la coopération technique belge. L'estimation que cela donnait, lorsqu'on a 40 000 $, 40 000 $, on peut construire une école de 6 classes plus 4 bureaux. Par exemple, les écoles qui ont été promis à décaisser, je pense seulement à un coin de la RDC, ne sont pas finies jusqu'à Bien entendu. Donc, en fait, ça, c'est le comportement des hommes. Mais le principe est réalisable au regard des moyens qui sont les nôtres. Et donc, le gouverneur, moi, je dis, mais écoutez, je n'aime pas trop revenir sur le là-bas. Mais c'est notre exemple, donc on doit applaudir. Dans ce sens-là, c'est une province pilote aujourd'hui. Même l'université est en train d'être construite par qui ne relève pas de sa compétence, ou un des comptes, mais parce que c'est une institution qui se trouve opérationnelle dans le Lualaba, dans la province de Lualaba, etc. Et puis bon, le gouverneur s'engage. Les écoles primaires, les écoles secondaires, ça c'est la compétence. La politique agricole, tout à fait, dans le sens de la diversification véritablement des secteurs qui génèrent les revenus, etc. La question de la sécurité qui est une compétence partagée. Parce que la sécurité relève véritablement du gouvernement central. Mais croyez-moi, au niveau de la province, il y a de la police, il y a l'armée, et puis à ce niveau-là, on peut aussi. Maintenant, il va falloir qu'il y ait une sorte d'harmonisation au niveau de partage des responsabilités. À quel niveau, n'est-ce pas, la compétence de la province s'arrête et la compétence du niveau central s'arrête et la compétence de la province commence. Et à chaque niveau, on détermine des chiffres, on détermine des montants qui permettent aux uns et aux autres. Et là, on pourra avoir un tableau de bord qui nous permettra, par exemple, à faire des évaluations à mi-parcours. Bien entendu, bien entendu. Et essayer de recadrer. C'est ça. À mi-moyen et à long terme, de telle sorte que si ça ne va pas, on recadre. Parce que si on n'a pas ce tableau de bord, il y a une certaine difficulté à savoir qui fait quoi, ou ce qui est fait, c'est ce qui a été prévu. Avec le concours des partenaires au développement, aujourd'hui, on est en train de faire des plans de développement. On est en train d'accompagner. Et d'ailleurs, il y a une cellule technique d'appui à la décentralisation qui est ici, qui a aussi la mission d'aider les provinces dans la planification, justement, dans la production de plans de développement. C'est ça le grand problème, la planification, parce que c'est un élément important dans tout ce qui est gestion de projet, afin d'atteindre les objectifs assignés. Bien entendu. Et le président avait dit que chaque province devrait avoir un contrat de performance, définir une feuille de route. Parce que dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? Quand un ministre veut quitter, n'est-ce pas, Kinshasa pour aller à la province, il ne sait pas sur quoi va-t-il baser son appréciation, son évaluation pour voir la performance de la province. Tout simplement parce qu'on n'a pas des outils comme le plan de développement provincial. Et dans le plan de développement provincial, il faut qu'on retrouve naturellement ce qu'on appelle le chronogramme des activités. C'est important. Le calendrier. De telle sorte que lorsque, au mois d'avril, il a été prévu, par exemple, qu'on construise des écoles dans tel endroit, on peut quitter Kinshasa, on y va, mais même sans avertir le gouverneur, on peut arriver dans les sites pour voir véritablement si l'école a été construite. Parce que dans d'autres cieux, ces contrats, ces plans de développement, planification, tout le monde en a. Vous pouvez aller sur le site internet, on vous dit on devait construire autant d'écoles. Vous vérifiez. Sur les 10 écoles, on en a construit par exemple 5. Vous savez situer ces 5-là et vous posez la question pourquoi les 5 autres. Mais ici, on n'a pas, par exemple, ces éléments-là. Oui. Même les étudiants qui finissent leurs études de recherche ont du mal à accéder à des statistiques parce qu'aujourd'hui, question de développement de la République, ça doit intéresser tout le monde. Bien entendu. Vous savez, prenons l'exemple du Maroc. Tout à fait. Le Maroc s'est donné comme discipline. Chaque année, il faut construire au moins 200 000 logements. Ça, c'est dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation. 200 000 logements. Mais dans les 200 000 logements, on sait qu'il y a 7 provinces et on sait que dans les 200 000, il y aura autant de logements dans telle ou telle province, etc. Les citoyens de chaque province connaissent qu'au moins à tel endroit, à tel ou tel site, on va construire les logements. Et au bout d'une année, on s'est évalué pour dire, mais on a prévu
200 logements chez nous, par exemple, dans tel endroit, pourquoi il n'y en a pas? Et il y a des gens qui peuvent vous poser la question. D'abord, ça commence par les députés, les associations de la société civile, les fonctionnaires, le paysan organisé, etc., les ONG. On peut poser la question à l'autorité. Chez nous, vous savez, on a prévu 100 000 logements, 1000 écoles, par exemple, de construction. Tout à fait. On ne sait pas très concrètement, en tout cas, même ceux qui travaillent au sein de l'administration, ignorent où est-ce qu'on va construire ces écoles. C'est la grande question. Et alors, ni maintenant, chronogramme, ni planification. Les sites ne sont pas connus. Il n'y a pas un plan de développement. En ayant un tel délai, et donc on ne connaît pas où est-ce qu'on a construit. Et personne ne s'est posé la question parce qu'on ne connaît pas où est-ce qu'on allait construire. C'est cela. Et donc, ça permet naturellement aux concepteurs de prendre l'argent qui a été prévu dans le budget et d'utiliser, de le volatiliser. Et donc, on n'est plus à ce niveau-là. Le président dit que le ministre doit avoir la lettre de mission. Et dans cette lettre de mission, on détermine ce qu'on devra faire, on détermine les échéances de ce qui devra être fait, et de moments, il y aura des hommes et des femmes attitrés qui passeront. D'où revient la problématique de vos détracteurs qui disent ceci. Il fallait d'abord commencer par là, à avoir une statistique, à avoir une feuille de route, de telle sorte que quand les ministres viennent, quand les mandataires de l'État viennent, ils ont tous un même document et chacun sait son rôle. C'est une partition. Vous êtes comme un grand orchestre de musique que chacun doit jouer sa partition pour l'harmonie de la musique que vous allez jouer. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on sent? Vous avez mis la charrie avant le bœuf. Non, non. Vous ne trouvez pas? Parce qu'on n'a pas... C'est là l'importance de cette émission. Parce que la maman qui vend le pain, le papa qui est cordonnier, le médecin, le magistrat, l'enseignant, se dit, on a un budget de 7 milliards. Mais Norbert Yamba Yamba, qui vient ici en tant qu'expert, qui est partenaire du gouvernement, nous dit ici que ce n'est pas le budget de la République, Sylvestre Ilukamba. À quel sens c'est voué? Non, non, mais écoutez, d'abord, revenons par rapport à la première question. Est-ce que nous ne sommes pas dans une logique de pédagogie d'entonnoir? Le président donne sa vision, détermine les axes directeurs, le Premier ministre les évoque, les 15 piliers, etc. Et donc, il revient naturellement à chaque ministre de fouiner dans son ministère, de dégager des priorités, conformément à la vision du président et aux différents axes accélérateurs choisis par le Premier ministre, et il monte naturellement ses priorités. Je m'excuse beaucoup. Il monte ses priorités. Et quand il aura fini à monter ses priorités, qui constituent pour lui la lettre d'intention, au regard véritablement des recommandations du président de la République et du Premier ministre, et à ce moment, le président... Mais en termes de budget, ça représente quoi? Parce que toute décision prise doivent s'exprimer en capacité financière à être réalisée, d'où le budget. Combien sera alloué? Oui, mais il y a un support... C'est là où on dit que c'est de l'utopie quelque part. Non, il y a un support de référence. Lequel? Écoute, mais c'est le budget du Premier ministre qui, véritablement... Qui vous dites ici sur ce plateau est incomplet? Mais il est complet dans le sens que, au niveau de province, il existe des compétences qui leur demandent d'avoir leur propre budget et d'agir. De la même manière que le Premier ministre peut agir à l'échelle nationale, la province aussi a la responsabilité d'agir à l'échelle provinciale. Parce que ce qui est dit, c'est 7 ou 10 milliards sont partagés entre les 26 provinces. C'est ce qui les Congolais, que ce soit du Lualaba, Okenge, Djouma, vous prenez Bongandanga, tous, même à Kinshasa, Angaba, nous savons que nous allons nous partager un budget de 7 milliards ou 10 milliards de dollars pour l'exercice 2020. Non. Mais vous, ce sont des compétences. Vous êtes en train de dire qu'il faut additionner les budgets des provinces. Bien entendu. Mais carrément, faites-le et précisez-le dans un document. C'est ce que nous sommes en train de vouloir. Oui, mais bien entendu. Mais en fait, vous avez la vision du président. Vous avez les compétences qui sont reconnues au niveau central pour agir au niveau. Parce que le niveau central n'a de l'espace qu'au niveau provincial et au niveau local. C'est très important. Tout à fait. Et donc, ce qui est conçu au niveau central doit avoir des répercussions au niveau provincial et local. Et donc, les montants là, qui doivent avoir une répercussion au niveau
provinciales et locales, c'est un montant qui relève de compétences exclusives et partagées du niveau central. Ça, nous l'avons compris. Et donc, maintenant, les provinces ont aussi leur propre budget. Parce que l'argent qui rétrocède le gouvernement central, cet argent est intégré dans le budget provincial. Cet argent n'est plus comptabilisé par le gouvernement central. D'où ça fait partie des 7 milliards. Comment? D'où ça fait partie des 7 milliards de dollars, 7 milliards à 10 milliards. Si on suit cette logique-là, la rétrocession. Non. Les montants, par exemple, les recettes générées, les recettes propres générées par la province, ne fait pas partie de ce que du budget Ilunkamba. Non, les recettes propres générées par la province, plus les recettes à caractère national rétrocédées par le gouvernement central aux provinces font partie du budget de la province. Ce n'est pas repris dans les 10 milliards du gouvernement central. Et donc, si vous voulez avoir un budget de la République démocratique du Congo, il faut consolider ce budget-là. Consolider ce budget en fonction de ce qui a été prévu en termes d'ambition par la province et par le gouvernement central. Lorsqu'on fait la sommation... Donc là, on peut passer à un budget de 30 milliards. Tout à fait. Parce que regarde, le budget de la province, je prends Lualaba, si dans l'hypothèse 2 milliards de dollars, mais ce n'est pas pour s'amuser, c'est pour ranger les routes, c'est pour construire des écoles, c'est pour... comptable dans les actions du chef de l'État. Bien entendu, parce qu'il y répond à la vision du chef de l'État, qui est censée être une vision qui s'intéresse de la population. Il faut résoudre les problèmes de la population. Mais il y a une différence nette entre l'action du gouvernement central et l'action du gouvernement provincial, même s'ils ont un dénominateur commun, le peuple, et la capacité de résoudre. Mais là, ici, il y a une répartition des compétences. Le gouvernement central fait quelque chose à Lualaba par rapport à ses compétences, et le Lualaba fait quelque chose à Lualaba sur base de ses compétences. Donc, le gouvernement central intervient dans chaque province, ça peut intervenir même dans chaque ville, mais relevant de ses compétences. Mais cela n'exclut pas que chaque province, chaque commune, chaque ville, au regard de ses compétences, au regard de ses moyens propres mobilisés localement, soit à mesure d'avoir son propre budget et de négocier même de fonds auprès de... Donc là, nous sommes dans ce que nous appelons dans le jargon gestion axée résultat. Gestion axée sur les résultats avec des comptabilités différentes les unes les autres, mais ayant le même objectif, le peuple d'abord. Au regard de la vision du président de la République, les priorités qui ont été arrêtées. Mais comment expliquer que dans les interventions du Premier ministre, il n'a pas fait allusion à cela pour calmer les inquiétudes du peuple congolais, même de vos détracteurs qui disent que ça soit 10 milliards, c'est un budget insuffisant. Mais or, lorsque nous suivons vos argumentaires, nous nous disons que non, tout n'est pas sombre. Non, mais écoute, bon, c'est vrai que le Premier ministre ne va pas tout dire. Moi, je suis quand même expert, mais je fais partie du CACH, de l'IDPS, mon parti d'action, etc. Et quand j'explique ça, parce que je voudrais quand même apporter des explications complémentaires par rapport à l'action. Parce que je vois ceux qui sont dans le gouvernement, même à la présidence, ont un sourire, ils disent voilà, on vient de nous proposer une solution stratégique communicationnelle. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Nous sommes en train d'expliquer correctement les choses. Je vous ai dit l'autre fois, qu'est-ce qui a poussé, en fonction de quelle loi, le gouverneur, par exemple, de Lualaba, a payé les études des lauréats. Pour Chypre. Pour Chypre et, je ne sais pas, Bangladesh, je ne sais pas, Chypre. Mais pourquoi? C'est parce que l'enseignement primaire et secondaire relève de sa compétence. Et les moyens sont mis en disposition. Ces moyens-là ne sont pas comptabilisés chez nous. Il faut faire attention de faire porter les croix difficiles aux amis. Comment? Il faut faire attention à faire porter des croix lourdes aux amis. Non, bon, moi je suis en train de prendre les exemples parce que je circule à travers le pays et j'essaie de donner des exemples qui correspondraient à la situation. C'est comme pour dire, je m'excuse beaucoup,
il ne faut pas que je donne l'impression que ce budget correspond véritablement à la situation du Congo. Non, parce que si on doit comparer avec d'autres budgets, bien entendu, nous, on n'est même pas un début de budget. Bien entendu. Parce que l'Angola, vous, en tant qu'expert, quand vous comparez, par exemple, l'Angola, le Nigeria, nous sommes à quelle échelle? Non, mais l'Angola a 74 milliards de dollars. Pour combien d'habitants? Pour 22 millions d'habitants. L'Afrique du Sud, 55 millions d'habitants, 140 milliards de dollars. Vous voyez, le Gabon, 2 millions d'habitants, et vous avez 16 milliards de dollars. Vous voyez, donc nous ne pouvons pas dire qu'avec les 10 milliards, ça suffit. Mais nous disons qu'il y a une opportunité. Il faut comptabiliser également ce qui s'est fait à la province. Parce que notre constitution, notre droit positif parle des finances différentes entre le pouvoir central et le pouvoir provincial. C'est que lorsqu'on veut véritablement avoir le budget de la République, il faut additionner. Ça s'appelle ce qu'on appelle le budget consolidé. Mais ça ne correspond pas toujours aux ambitions de la République. Mais il faut poser un premier pas. Et le premier pas a toujours été le plus long. Est-ce qu'avec ce budget consolidé, est-ce qu'on maximise les recettes de l'État? Ben, écoute, la maximisation a toujours été le leitmotiv. Mais il y a trop de douleurs d'enfantement liées au sointage et au coulage. Mais c'est un mécanisme qui est mis en place, du moins par le président de la République, à différents niveaux d'atterrissage pour arrêter cette hémorragie financière au travers des cellules de changement de mentalité, au travers l'agence qui devra être rendue opérationnelle de lutte contre la corruption, au travers la réhabilitation des cours et tribunaux, au travers la Cour des comptes, l'Inspection générale des finances, l'ANR et compagnie, la société civile, l'Assemblée provinciale, les assemblées provinciales, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Parlement d'une manière générale. Et donc, et les corporations, la presse aussi doit funer partout pour permettre véritablement de dissuader ceux qui tenteraient de jouer avec les ressources de l'État. Surtout que c'est démontré que 75% des ressources de l'État sont volatilisées entre les Il y a la question de la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. C'est pourquoi je vous ai toujours dit qu'il faut toujours une vision systémique. Au même moment qu'on voudrait résoudre un problème, il faut voir les différentes facettes qui entrent en interaction dynamique avec le problème quand on voudrait résoudre. Et parce qu'on a besoin de l'argent, il faut arrêter les sointages, il faut arrêter les coulages, et ça permet de drainer autant de moyens qui nous permettent de faire des allocations rationnelles et rentables. Dans votre budget consolidé, quels sont les secteurs prioritaires qui peuvent engendrer le développement économique? Écoutez, dans le budget consolidé, il y a d'une part, vous voyez, les 4 pôles de souveraineté. Je vous ai dit, ce sont des besoins basiques. Hein, mais on dit des besoins sociaux de base. Mais il y a aussi des stratégies de promotion, de développement économique, etc. Lorsque on a des minéraux, par exemple, stratégiques, on a besoin naturellement d'exploiter ces minéraux, encore qu'il faut les transformer. Ça, c'est une stratégie qui apporte des richesses additionnelles. Vous voyez, et le président de la République, dans les contacts qu'il est avec le milliardaire, les opérateurs économiques à travers le monde, pour leur dire, oui, depuis la cession de notre pays à l'indépendance, nos produits, nos minéraux stratégiques ont toujours été extraits en termes de briques, exportés comme briques. Mais il faut maintenant, pour permettre la résorption du chômage, il faut encadrer ces secteurs. Il faut encadrer, il faut extraire au premier chef. À ce moment-là, on crée une entreprise. Mais il faut aussi des entreprises qui achètent, mais qui transforment pour que ça devienne, comme nous avons les coltans, on a besoin des smartphones, comme nous avons le cobalt, on a besoin des batteries. Et donc, si on produit le cobalt, et à ce moment-là, on peut engager les Congolais, qui ont besoin, qui ont le profil, etc., qui peuvent se taper du travail. Mais si on crée encore une autre entreprise de transformation pour qu'on produise, par exemple, les smartphones, etc., à ce moment-là, on va engager d'autres Congolais. Je m'excuse. Et puis, troisièmement, on crée une entreprise de commercialisation, on cherche des marchés sur base d'une intelligence économique. Malheureusement, on est déjà vers la fin. Et donc, cette chaîne de valeur ajoutée va donner des ressources additionnelles, va donner des richesses, qui permettent véritablement de faire des réallocations qui vont répondre aux besoins de nos concitoyens. À Abuja, le président de la République, en début de son mandat, a parlé de la création d'un fonds pour soutenir l'entrepreneuriat jeune en RDC, un fonds de garantie. C'est là aussi va être tenu dans le budget consolidé, ou bien c'est d'autres dépenses à charge
que l'on ne saura pas couvrir. Mais le budget consolidé, vous savez, il y a ce qu'on appelle... Parce qu'il y a les entrepreneurs à Lualaba, il y a les entrepreneurs à Kinshasa, il y a les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs. Bien entendu. Mais là, c'est un fonds, c'est une agence. C'est une organisation qui est mise en place, qui doit générer des ressources. Faites attention, ce n'est pas l'aumônier. Et donc, il y a un fonds de garantie, mais alors, on examine... Qui sera placé dans une banque étrangère de la place qu'on ne va pas citer le nom. Bien entendu. Et chaque Congolais qui voudrait, il dit, non, moi, je suis installé, par exemple, dans le Congo central, et bon, il y a autant, il fait une étude, il dit, mais il y a autant, par exemple, d'oranges qui sont produites chaque année, et je voudrais extraire le jus pour faire la boisson du jus d'orange dans la province. À ce moment-là, toutes les calculs faits, et puis bon, voilà, donc on dit non, c'est rentable, nous pouvons lui donner l'argent. On ne va plus donner l'argent comme à l'époque au FPI, etc., où chacun prend l'argent, il va le faire comme il attend, il n'y a aucune industrie, il n'y a rien du tout. Et donc, cette fois-ci, c'est comme pour produire des richesses pour la République. Alors maintenant, il faut un projet bancable, un projet qui répond aussi aux préoccupations. Vous dénigrez le FPI, mais c'est quand vous avez les fonds pour faire les sautes moutons. Non, je n'ai pas négligé le FPI. J'ai dit que par le passé, bon, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont redevables au FPI et qui, en réalité, ont reçu l'argent, mais n'ont rien foutu. Tu vois? Et ils n'ont plus de l'argent pour véritablement payer l'argent reçu du FPI. Et nous disons que si il y a cet argent, ben, écoutez, travaillons avec les entrepreneurs congolais. Il est anormal de voir qu'on est sur l'avenue du commerce, qui était autrefois occupée par les Congolais, etc. Aujourd'hui, on n'en trouve pas. Vous voyez les Libanais, les Chinois, les Indiens, etc. Nous ne pouvons pas avoir une société où nous n'avons pas une classe moyenne. Les grands opérateurs économiques qui ont existé par le passé, comme Dokolo, Kisombe, Jean-Pierre, Jeannot Bemba, etc., tous ces gens-là ne sont plus fonctionnels. Quelqu'un qui, aujourd'hui, se bat à longueur de journée, c'est médias. Il faut des gens, par exemple, qui ont réussi. S'il y a un fonds de garantie, on peut dire, bah, écoutez, s'il y a un Congolais qui peut s'occuper, par exemple, de l'aviation, pourquoi pas, l'Édi a déjà démontré. Faisons ceci. Voilà, donc si c'est pour rien que vous êtes un communicateur, mais aussi économie de son État, etc., vous êtes capable de monter telle entreprise. Et dans la vision du président de la République, même dans le secteur agricole. Tout à fait. Vous voyez quand vous arrivez à Kisangani, vous trouvez des ingénieurs agronomes, des phytotechniciens, des zootechniciens, etc. Moutansis, même ici à Kinshasa, à l'université, à Lumbashi, il y a même des privés qui ont produit. Ces gens, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Alors, entre-temps, si on voudrait véritablement créer des entreprises, on voudrait créer des richesses, il faut identifier ces gens. Il faut leur donner des moyens, il faut leur donner des espaces. Ils vont créer ce que nous appelons des entreprises agro-industrielles. Et ils vont commencer à produire, et à vendre et à engager les Congolais. Et on aura un flux de richesses, de produits sur le marché. Ça va jouer sur les lois de l'offre et de la demande, etc. C'est ce qu'on voudrait. Et l'opportunité est là. D'abord, la présence du fonds de garantie. Le président prend en contact également avec les opérateurs économiques externes, etc. Vous avez vu qu'il s'est amené avec 2 opérateurs économiques congolais, justement pour créer des passerelles, des ponts de manière à chacun puisse exposer son projet, et ça peut capturer naturellement l'intérêt par telle ou telle personne. Et on peut monter des entreprises mutualisées. C'est déjà la fin de notre échange. Nous revenons à notre question comme conclusion. Pourquoi, selon vous, le budget Sylvestre Ilunga Ilukamba n'est pas le budget de la République? Le budget Sylvestre Ilukamba, c'est un budget, effectivement, qui pourra intervenir sur l'ensemble de la République, mais n'a pas la prétention d'être un budget de toute la République. Simplement parce qu'en dehors du gouvernement central, il y a les provinces. Et donc, les budgets des provinces ne sont pas inclus dans ce budget d'Ilokamba. Ilokamba a pris essentiellement les compétences qui lui sont dévolues. Et ces compétences sont partagées entre les provinces et le gouvernement central. Donc, les provinces, les 26 provinces, ont leur budget, ont leur programme. Et pour parler du budget de la République, il faut consolider, il faut faire la sommation de tous les budgets des 26 provinces, ajouter avec ce qu'Ilokamba fait, pour que nous puissions prétendre avoir un budget de la République. Alors, si on fait cette sommation, on ne peut pas rester avec 10 milliards comme on en parle, on peut aller au-delà de 20 milliards. Mais, écoutez,
ce budget est toujours insuffisant par rapport aux ambitions, par rapport aux besoins, eh bien, il faut aussi mobiliser des ressources extérieures. Je ne pense pas que le budget Ilukamba, heureusement que lorsqu'on a réévalué, c'est fort possible qu'on ait comptabilisé même les promesses de la Banque mondiale aux compagnies. Que vous aimez beaucoup. Et donc, la Banque mondiale, le Congo fait partie, n'est-ce pas, des pays. Ça sera un autre débat dans une autre émission. Quel est ce pays dans le monde qui s'est développé avec les financements de la Banque mondiale? Non, mais en fait, il n'y a jamais eu un pays, mais au moins aujourd'hui, avec l'intelligence économique, lorsqu'on a de l'intelligence économique, on peut profiter de cet argent pour le réchauffer de manière à affecter cela dans des domaines qui nous permettent véritablement de pouvoir répondre aux besoins de notre peuple. Et à ce moment-là, on gagnerait et on ferait un bon bondissement. Norbert Yamba Yamba, un grand merci. C'est moi qui vous remercie. Vous nous avez suivis ce soir. Nous avons reçu pour vous Norbert Yamba Yamba en tant qu'expert en gestion de projet, expert en questions économiques. Nous avons posé cette grande problématique pour démontrer que le budget de Sylvestre Ilunga Ilukamba n'était pas le budget de la République parce qu'il ne tenait pas compte des autres budgets en provenance des provinces. Si vous nous avez raté ce lundi à 22 h sur Kin 24 Télévision dans le magazine Data Market, rattrapez-vous le mardi à 11 h juste sur Kin 24 Télévision. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.